Un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Pour la paix, dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté, je façonne... Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Ce lundi 14 juillet, les studios de Radio Libre en Périgord sont évidemment fermés et cette chronique du groupe Fred Zeller a été enregistrée vendredi 11 juillet. Alors nous allons parler effectivement du 14 juillet, parce qu'il y a, tous les 14 juillet, nombre de défilés militaires, mais cette année, il y a autre chose. Il y a des initiatives qui ont été prises pour célébrer un 14 juillet de liberté, d'égalité et d'universalisme. Alors, par rapport à cette initiative qui se traduit par l'organisation de manifestations dans un certain nombre de villes, je vais vous lire ce communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée. Le militant socialiste britannique Tony Benn est réputé pour avoir dit que la façon dont un gouvernement traite les réfugiés est instructive car elle montre comment ce gouvernement traiterait le reste de la population s'il en avait les moyens. De la même façon, Frantz Fanon appelait les personnes racisées à dresser l'oreille quand il est question des Juifs, car on parle aussi de vous, les forces réactionnaires et les soutiens de l'ordre établi, que cherchent toujours des boucs émissaires sur lesquels il sera possible d'inaugurer des méthodes coercitives et violentes en attendant de les étendre. Il s'agit aussi toujours d'accoutumer l'opinion publique à la violence et de la rendre indifférente à la répression. D'une époque à l'autre et d'une société à l'autre, les cibles privilégiées changent. On stigmatise tantôt selon la religion ou l'irréligion, selon l'origine ethnique ou la couleur de peau, selon l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, etc. Le conflit de classe, nerf de la guerre, est bien plus rarement mis au premier plan, car là, les arrière-pensées risqueraient de se voir. Dans la France des années 2020, le groupe désigné à la vindicte est un amalgame confus et révélateur entre les demandeurs d'asile, les réfugiés, les personnes étrangères sans papier, contraintes d'émigrer depuis leur pays, les mineurs isolés, les Français issus d'immigrés venus des anciennes colonies et les musulmans. Selon le moment, le gouvernement et ses médias cibleront plutôt tel ou tel sous-groupe, tout en entretenant l'amalgame. Les motivations réelles de cet amalgame sont assez faciles à deviner lorsqu'on entend le très vendéen ministre de l'Intérieur déverser sa logorrhée obsessionnelle sur l'Algérie et entonner le même bas les voiles que le général Massu en mai 1958, tandis que De Gaulle s'installait à Paris. Il s'agit, encore et toujours, du ressentiment colonial qui hante les impérialistes vaincus. Face à cette oppression, les résistances s'organisent. Les personnes ciblées ont toujours le droit de s'organiser selon leurs propres moyens pour se défendre efficacement. Leur autonomie va de pair avec la solidarité des autres forces du mouvement démocratique. La libre pensée n'a jamais séparé les luttes, pas plus qu'elle ne se perd dans des inventaires qui les énuméreraient pour mieux ensuite appeler à les faire converger. Nous ne connaissons qu'un seul combat, le combat universel pour l'émancipation humaine. Nous sommes des êtres humains, libres et égaux, en dignité et en droit. Et cela suffit à caractériser notre engagement. Il est difficile de déterminer ce qu'il y a de plus abject dans cette campagne xénophobe et autoritaire permanente, mais du point de vue de la Fédération nationale de la libre pensée, la tartufferie la plus effrontée est sans doute le fait que cette accoutumance à la violence et à la xénophobie se drape du manteau de la laïcité. Mais plus rien n'étonne venant de gens qui ont présidé à la pire remise en cause de la loi de 1905 depuis Vichy, la loi séparatisme, en osant se prévaloir de cette même loi. L'obscurantisme et le terrorisme islamiste fournissent la justification d'une militarisation des villes, à la surveillance policière des associations cultuelles et à une traque insoutenable contre les mineurs étrangers isolés.
Ce n'est là qu'une alliance objective entre réactionnaires de différentes calottes qui s'affronteront peut-être une fois qu'ils se seront taillés chacun son fief imprenable, mais qui, pour l'instant, sont surtout occupés à placer leur territoire présomptif sous l'éteignoir. Les mêmes qu'on entend éructer contre les musulmans sous les hauts plafonds du 15e arrondissement parisien sont frappés d'extinction de voix quand il s'agit d'accueillir tel ou tel Raïs ottoman ou syrien dont le maintien au pouvoir sert momentanément les intérêts de l'impérialisme. La sécularisation à marche forcée est justifiée par de grands arguments universalistes à domicile, mais cet universalisme ne pèse pas lourd devant les intérêts impériaux. La laïcité est une exigence de liberté individuelle et collective. Elle consacre l'objection de conscience qui résiste à la puissance de l'État. Elle fait un peuple libre qui se gouverne lui-même, là où d'autres voudraient un troupeau soumis à des maîtres et à des directeurs de conscience. Sa déclaration de principe, la libre pensée rappelle. La libre pensée regarde les religions comme les pires obstacles à l'émancipation de la pensée. Elle les juge erronées dans leurs principes et néfastes dans leur action. Elle leur reproche de diviser les hommes et de les détourner de leur but terrestre en développant dans leur esprit la superstition et la peur de l'au-delà, de dégénérer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme et mercantilisme, d'aider les puissances de réaction à maintenir les masses dans l'ignorance et la servitude. Dans leur prétendue adaptation aux idées de liberté, de progrès, de science, de justice sociale et de paix, la libre pensée dénonce une nouvelle tentative, aussi perfide qu'habile, pour rétablir leur domination sur les esprits. Aujourd'hui, en France, le sécularisme d'État auquel certains esprits mal tournés entendent réduire la laïcité devient une nouvelle religion officielle. Ce sécularisme progressiste, entre guillemets, à géométrie variable, fonctionne comme la jambe gauche du nationalisme catholique. Les laquais du pouvoir tentent les lumières et le progrès avant d'aller à communier à Notre-Dame, de citer les idéologues totalitaires du milieu du XXe siècle ou de déposer une gerbe à des ennemis de la République. Cette religion séculariste en vaut d'autres, elle a ses vérités révélées, ses prophètes, dévots, ses tartuffes et ses confesseurs princiers, comme les autres religions établies. Elle aspire à régenter nos vies pour le plus grand bonheur des possédants. Ces gens ne veulent pas de Dieu, mais ils veulent bien d'un maître. Cela nous suffit à les percer à jour. Libre penseur. Nous combattons cette hypocrite religion d'État comme nous combattons toutes les religions, par l'engagement social et l'éducation populaire. Nous la combattons aussi pour la même raison que nous combattons les autres bigoteries, pour la liberté de conscience, pour la liberté d'organisation collective, pour l'égalité dans tous les domaines de la vie. Le 14 juillet est la date qui symbolise cette aspiration démocratique à l'égalité et à la liberté. Depuis quelques années, cette date fait l'objet d'une réappropriation authentiquement républicaine par celles et ceux que les monarchiens et les bonapartistes d'aujourd'hui s'acharnent à exclure, à commencer par les exilés. La libre pensée soutient ces mobilisations du 14 juillet pour l'égalité des droits qui font honneur à la tradition révolutionnaire. Liberté, égalité, fraternité, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Et donc, je vous propose maintenant la lecture de l'appel pour les différentes initiatives sur les orientations que je viens d'indiquer. On ne dissout pas les peuples qui se soulèvent. 14 juillet, défilé internationaliste, guerre la guerre, guerre aux frontières. Le 14 juillet, nous n'assisterons pas au défilé militaire d'Emmanuel Macron, toutes et tous, ensemble. Nous défilerons pour rappeler la Révolution française, celle qui promettait l'égalité et la liberté. Nous serons sans papier, mineurs isolés, musulmans. Nous serons noirs, arabes, non asiatiques. Nous serons palestiniens, nés, Kanak, Kurdes. Nous serons Los Angeles. Nous serons Gaza. Nous serons maliens, musulmans, sans papier comme Aboubakar Cissé. Nous serons tunisiens, musulmans, sans papier comme Hichem Miraoui. Nous serons algériens comme nos pères tués par la police française un 14 juillet 1953, Paris, alors qu'ils demandaient la liberté. Nous serons syndicalistes, comme notre camarade tué avec ses frères algériens ce même 14 juillet 1953. Nous serons tirailleurs africains, comme nos anciens tués par les nazis un 19 juin 1940 à Chasselet et massacrés par l'armée française à Tiaroy un 1er décembre 1944. Nous serons juifs, comme le ghetto de Varsovie soulevé contre les nazis à l'aube de l'été 1943. Nous serons jeunes arabes, comme Naël assassiné par un policier le 27 juin 2023 à Nanterre.
Nous serons juifs, raflés par la police de Pétain, algériens, raflés par la police de Papon, immigrés, raflés par la police de Retailleau. Nous serons Urgence Palestine, menacée de dissolution. Nous serons Jeunes Gardes, dissoute. Nous serons Mémoire, Résistance, Révolte, Solidarité et Espoir. Nous défilerons contre la guerre, le colonialisme et le militarisme. Pour la fin immédiate du génocide à Gaza, nous défilerons contre les raves policières, les contrôles aux faciès, pour l'égalité des droits pour toutes et tous et la régularisation des sans-papiers. Nous défilerons contre le racisme et pour l'abrogation de toutes les lois et circulaires racistes, à commencer par la loi Darmanin, la circulaire Retailleau et toutes les lois islamophobes. Nous défilerons contre les frontières qui tuent pour la liberté de circulation et la solidarité internationale. On ne dissout pas les peuples qui se soulèvent. Cet appel, soutenu par un nombre important d'associations, appelle à une marche qui va se tenir cet après-midi à 14 heures à Paris, à Bastille. Je voudrais préciser que concernant les victimes de la répression du 14 juillet 1953, cette mort place de la Nation, une initiative s'est tenue le samedi 12 juillet, place de l'Île de la Réunion, donc à Paris, côté du trône, et avec des interventions de Madame la maire du 12e arrondissement, Nathalie Théot, présidente de la LDH, Gilles Manseron et Alain Ruscio, qui sont des historiens, Daniel Kupferstein, qui est un réalisateur, et les témoignages de Sabrina et Salim Abda, auteurs du livre « Ils ont assassiné mon grand-père en 1945 en Algérie ». Sabrina Sebaï, députée membre de la délégation parlementaire qui s'est rendue en Algérie pour commémorer les massacres du 8 mai 45. La lecture de la mise en scène par Patrick Carl du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire et de la musique avec la chanteuse Mariam Mathéus. Et je voudrais, pour compléter tout ceci, vous lire un billet d'humeur dont le titre est « Sous le soleil, les mêmes corps ». Je sors de plusieurs contrôles. Il fait un cagnard pas possible, et dans cette fournaise, ce sont toujours les mêmes visages que je croise, des hommes, des femmes, les mêmes corps, presque toujours racisés. Cuisine suffocante, les arrière-cours poussiéreuses, sur les toits, dans les tranchées creusées, vers la va-vite, sur les échafaudages déséquilibrés, dans le bruit, dans les fumées, ceux qu'on ne voit jamais quand on entre dans un restaurant ou un hôtel, ceux qui sont enjoints d'être invisibles, derrière, cachés pourtant tellement indispensables, ceux qui font tenir les murs, mais qu'on efface du décor. Je fais mon travail, j'inspecte, je contrôle, j'alerte quand c'est trop grave, mais parfois j'ai la gorge qui me serre et le cœur qui pèse, pas à cause d'un chiffre mal aligné dans un tableau, non, à cause de ce que je ressens dans mon corps, dans mon histoire, dans mes tripes. Parce que moi aussi je viens de là, parce que ces visages je les connais, ce sont mes oncles, mes frères, mes sœurs, mes voisines, ma mère. Ils me parlent en arabe, en soninké, en boubaraou, dans ce français cabossé qu'on moque ou qu'on fétichise selon l'humeur. Et pendant qu'on m'explique, dans un sourire compatissant, peu aussi on faut dans leur salle luxueuse climatisée, je pense à ceux qui m'offrent sous la cagnard, oui, des mots à nous. Au diable les fioritures pour évoquer la souffrance, ceux qui tiennent debout quand même, ceux à qui on demande de bosser et de se taire, ceux à qui on ne laisse même pas la possibilité de dire non. Je vois bien que tout le monde ne regarde pas ce que je vois, ce que je ressens, beaucoup ne le sentent même pas lors de mes contrôles. Ce n'est pas leur monde. Et si je le dis, si je pose les mots, on me regarde comme si j'étais excessive, idéologique, militante, radicalisée, violente, etc. Mais je m'en fous. On s'en fout. On la mène, cette lutte, celle de la verbalisation de nos lectures, de nos codes, de nos ressentis, parce que c'est vrai, parce que c'est là, sous nos yeux, incrusté dans les sols et les esprits. L'ethnicisation du travail, ce n'est pas une idée abstraite, c'est du vécu. C'est une violence froide et constante, une agra quotidienne qui sied à ceux qui sont à l'étage du dessus dans la pyramide de l'exploitation, sauf quand il faut se sentir humaniste. Cette répartition raciale des tâches, héritée du passé colonial qui ne passe pas, toujours les mêmes qu'on met à genoux, toujours les mêmes qu'on jette sous le soleil. Mais il faudrait dire que nous sommes tous égaux face à celui qui nous exploite, ou ne pas dire. Je ne m'y résous pas, même pour lutter contre le fascisme, même si ce n'est pas rentable pour l'Union, comprenne qui pourra. Et il y a des moments, dans ces salles climatisées où tout le monde se ressemble, où je demande pourquoi seulement des racisés en cuisine. Et là, gênance, comme dirait mon gamin, silence. Et bing, le fameux « je ne suis pas raciste ». Mais ce n'est pas ça la question. Ce n'est même plus la question. Ce qu'on voit, c'est le résultat. Ce qu'on tolère,
ce qu'on reconduit jour après jour, ce qui arrange tout le monde. Et pendant que les justifications tournent à vide, les corps continuent de plier, de souffrir, de transpirer la souffrance. Je ne veux pas m'y habituer. Je refuse de détourner les yeux, même si ça rend certains nerveux, même si ça me ferme des portes. Parce que si on ne dit rien, on se rend complice. Alors ce soir, je rentre, fatigué, le cœur en vrac, je pense à mon père, à mes oncles, à mes sœurs, à mon fils, à tous ceux et toutes celles qu'on aurait pu retrouver là, sous ce cagnard qui frappe fort, et à tous ceux et toutes celles qui y sont encore à encaisser ce système. Mais je pense aussi aux Shibani, à leur dignité, à leur ténacité qu'on n'a pas ou trop peu raconté. Je pense aux femmes d'Ibis, à leur courage résistante et à tant d'autres. Et je me dis que tant qu'on continue à dire non, tant qu'on refuse de baisser la tête, tant qu'on parle même quand c'est dur, on est là, on avance, on garde l'espoir. Et ce texte, ce billet d'humeur est signé Mornia Lapsi, inspectrice du travail et coprésidente de Coude. Donc, comme chaque semaine depuis un certain nombre de chroniques, je vous propose la lecture de ces petits articles qui permettent de revenir sur ce qu'est la laïcité et ce qu'elle n'est pas. Aujourd'hui, la laïcité, ce n'est pas l'œcuménisme des religions. La laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Ce n'est pas l'addition des églises et des religions dans l'État, l'œcuménisme, ou la réparation des liens entre l'Église et l'État, dixit Emmanuel Macron ou Bernardin. La laïcité de l'école publique, ce ne sont pas un prêtre catholique, un pasteur protestant, un rabbin israélite, un imam musulman, un moine bouddhiste qui font le cours de religion, même avec un athée et un libre penseur en plus pour faire bonne mesure. C'est la stricte neutralité. Pas de patron, pas de curé, pas de militaire dans l'école publique laïque. Il ne doit y avoir aucune ingérence métaphysique dans la sphère publique, leurs places sont dans la sphère privée. L'école publique est faite pour dispenser des savoirs vérifiables et fondés rationnellement afin de former les futurs citoyens émancipés et libres de leur destinée et non pour servir de propagande aux théories religieuses qui peuvent s'exprimer librement en dehors de la sphère publique. La laïcité, ce n'est pas non plus des minutes de silence imposées par le gouvernement pour infuser une idéologie d'État qui dicterait le bien et le mal aux élèves. Les enseignants ne sont pas des directeurs de conscience chargés de dicter un quelconque catéchisme, fût-il baïstisé et républicain, façon grand capital et ordre moral. Qu'est-ce que l'œcuménisme? Il y a 32 ans, le 5 janvier 1964, Paul VI lançait le coup d'envoi de l'œcuménisme en donnant le baiser de paix à Athénagoras, patriarche orthodoxe de Constantinople. Paul VI fut clair, ainsi qu'à sa suite tous les papes qui lui ont succédé. Citation. Il peut y avoir plusieurs troupeaux, il ne saurait y avoir qu'un seul pasteur. Le Vatican, bien sûr. Après l'effondrement du mur de Berlin, Jean-Paul II entendait ne pas laisser sa part de marché religieux aux autres. Il rappelait la constitution conciliaire Lumen Gentium, les catholiques gardent la ferme conviction que l'unique Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Fin de citation. En 1991, le cardinal Ratzinger, chef de l'Inquisition à l'époque et futur pape, rappelait dans une lettre la primauté du pape. Il est le principe et le signe visible de l'unité entre tous les chrétiens. Ce sont des citations, bien évidemment. Nul ne peut contester qu'il soit le successeur de Pierre, présenté frauduleusement comme le fondateur de l'Église chrétienne. Un tournant nécessaire pour la survie de l'Église. Après avoir lié son sort à la vaine tentative de restauration de l'Ancien Régime contre la Révolution française, le Vatican a opéré un premier tournant à la fin du XIXe siècle en se ralliant, entre guillemets, à la République et en promouvant une doctrine sociale, Rerum Novarum. Ce ralliement à la bourgeoisie deviendra effectif durant la Première Guerre mondiale et culminera sous le régime de Vichy. Il se poursuivra en s'amplifiant avec la Ve République. Comprenant que la gauche finirait par accéder au pouvoir, un jour ou l'autre, l'Église organise le deuxième tournant, l'infiltration des militants de l'Action catholique dans le mouvement ouvrier et laïque. Cette tactique ne donnant pas les résultats escomptés, l'Église décide de transformer son instrument social, la CFTC, en CFDT en 1964 pour s'affubler d'un masque. Ces militants
entre en masse dans le Parti socialiste d'Épinay en 1974 et aide à la subversion de ce qui restait de l'ancienne SFIO. Mitterrand, au bout de sa troisième tentative, se fit élire président de la Ve République. L'Église catholique n'avait plus rien à craindre. Il suffira de constater le bilan désastreux de la gauche au pouvoir en matière d'atteinte à la laïcité pour s'en convaincre. En conclusion, comment ne pas voir que l'œcuménisme est un appôt pour la chasse aux canards, pour phagocyter les autres religions et les laïcs, entre guillemets, qui voudront bien se laisser tromper. C'est l'exact contraire de la laïcité. Avec ce 11e article sur la laïcité, se termine une analyse qui se voulait explicative et pédagogique sur ce sujet, pour expliquer que la laïcité, c'est la liberté et non l'oppression des consciences et la répression des croyants. En fait, je vous propose un 12e article qui revient sur cette question de ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire cette analyse, pour reprendre la fin du dernier article, cette analyse qui se voulait pédagogique, explicative sur ce sujet pour expliquer que la laïcité, c'est la liberté et non l'oppression des consciences et la répression des croyants. Donc, ce 12e article, en quelque sorte, est intitulé « La laïcité, ce n'est pas le respect des croyances, mais le respect des croyants », avec en sous-titre cette citation qui est devise du journal de la libre pensée en 1866, qui permet au passage de rappeler que notre association est l'une des plus anciennes de France, puisque son origine remonte à 1848 à peu près. Citation, « La tolérance s'inscrit dans la sphère des faits et non dans celle des idées ». Donc voici ce que dit Christian Huychen, qui est l'auteur donc de cet article. La laïcité, ce n'est pas le respect des croyances, mais le respect des croyants. La laïcité est indéniablement une certaine forme de tolérance institutionnalisée, mais elle saurait se réduire à ce concept. Lors du débat sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sera votée le 26 août 1789, les constituants, qui font suite aux députés de l'Assemblée nationale, vont débattre longuement de cette question de tolérance pour la rejeter à la demande de Mirabeau, qui déclarera avec raison « La tolérance est le fait du prince ». En effet, la tolérance nécessite un pouvoir qui tolère et des sujets qui sont tolérés. Cela établit donc de fait une hiérarchie entre celui qui tolère et celui qui est toléré. Contre ces conceptions, les constituants de 1789 vont établir un autre principe qui sera la marque de la Révolution française, l'égalité des droits, l'égalité en droit, les droits DROITS. Tous sont égaux. Il n'y a pas de hiérarchie politique car, citation, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Et cela simplement parce que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On passe ainsi, et c'est également dans dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, on passe ainsi d'un système où l'individu est un sujet à un autre qui remplace le sujet par le citoyen, égal en droit. Les droits contre les devoirs. Dans l'Ancien Régime, l'individu est un sujet parce qu'il doit tout à son créateur, Dieu. Il n'a alors que des devoirs et pas de droits. En fondant la notion de droit, la Révolution française détruit un système où le tiers-État, le peuple, était sous la coupe absolue de deux autres ordres, la noblesse, le roi, et l'Église, le clergé. En liquidant les devoirs envers Dieu, l'Église, et le roi de droit divin, 1789 ouvre la voie à un processus de laïcisation totale des institutions et de sécularisation de la société. L'homme devient enfin la mesure de toute chose, pour reprendre ce que disait Protagoras déjà dans l'Antiquité grecque. L'article 10 de la Déclaration stipule que, citation, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » C'est l'affirmation que plus personne ne pourra être poursuivi et réprimé pour ses opinions, quelles qu'elles soient. Les opinions ne sont plus un sujet qui concerne l'État en soi, seul compte l'individu qui peut s'exprimer librement. Respect de la liberté d'expression des opinions, ce n'est pas les faire siennes. Ceci n'implique nullement que les opinions des uns et des autres soient désormais respectées, admises ou acceptées par tous. Seule compte la faculté des citoyens d'exprimer librement, sans jugement préalable, leurs opinions. Il n'y a pas de jugement de valeur sur leurs opinions, même religieuses,
qui peuvent s'exprimer et s'organiser librement, c'est l'application du principe de laïcité. Celui-ci s'oppose donc au cléricalisme qui veut confondre croyance et croyants en faisant respecter les doctrines religieuses. En clair, si vous acceptez les croyants, vous acceptez aussi les croyances. La laïcité, tolérance institutionnalisée, exige que vous acceptiez qu'il y ait des croyants et peu importe ce qu'ils croient, c'est leur pleine liberté. Mais en aucun cas cela ne peut conduire à accepter leurs croyances qui sont libres de toute critique. C'est la liberté d'expression et d'association qui permet aux individus de se grouper librement pour ou contre telle ou telle croyance ou opinion, comme le fait par exemple la libre pensée. La Ve République est anti-laïque par essence. La Constitution de la Ve République est antidémocratique, cléricale et anti-laïque. Son article 1er indique, la Constitution, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, et non tous les croyants. On peut mesurer au traitement raciste et xénophobe que subissent les musulmans en France sa conception de l'égalité qu'elle met en œuvre sous tous les gouvernements, de la vraie droite à la fausse gauche. On dialogue avec l'Église catholique, grâce à Lionel Jospin. On fête la Hanoukra à l'Élysée et de l'autre, on ferme les écoles privées musulmanes. On dissout les associations musulmanes que l'on baptise islamistes pour mieux les associer au terrorisme. On réprime, on enferme et on expulse. Pour rétablir la démocratie et la laïcité authentique, il faut balayer la Ve République et ses institutions. Il n'y a pas d'autre voie possible que de redonner la parole au peuple par l'élection d'une constituante libre et souveraine. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine chronique lundi 21 juillet. Ce sera également une chronique enregistrée, mais pour des raisons personnelles cette fois. Voilà, bonne semaine à lundi prochain. Et donc pour le choix musical, eh bien c'est un extrait que je vous propose d'un concert donné pour Free Palestine. Nous écoutons un orchestre palestinien. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord.
Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. qui la couvre, elle tient ton glaive